Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On espère que vous avez passé une excellente journée avec Sud Radio, bien entendu, du matin au soir, puisque bien entendu, voilà, vous écoutez tous les matins, jusqu'au soir, jusqu'au lendemain, H24, vous ne dormez pas, vous n'écoutez que Sud Radio. Ça va, Philippe David? Bonsoir Cécile de Ménibus, ça va très bien et vous savez, par le regard, j'arrive à sonder les cœurs et les reins. Et en voyant le regard de Philippe Bilger, celui de Françoise de Goua et celui de Tom Conan, et en voyant le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid, je me dis que nos vraies voix nous aiment tellement que je pense que même pour le salaire de Mbappé au Real, il ne nous quitterait pas. Non. Alors là, c'est faux. Même pas pour le salaire de Kylian Mbappé, je vous quitterai. Je pense. Écoutez, comment vous dire vous êtes adorable de nous prêter une sorte. Mais vous êtes vénal. Véno. Oui. Non mais ça c'est lui qui a dit, pas vous. Ah vous ouais. avez dit, vous n'avez pas dit que c'était pour l'argent, vous. Non, pour le plaisir, pour changer. C'est être vénal. Si c'est être vénal que d'accepter ça, je le suis. Bah écoutez, on n'est jamais trahi par les siens. Bien sûr, vous feriez le pareil. Vous seriez le premier à vous tirer au Real de Madrid. Eh ben non. C'est vrai. Tu parles, Charles. Mais le Real Madrid serait déçu. Parce qu'après, il y aurait le terrain. Non, moi, je pense que personne ferait un autre choix. Hein. On a fini. Je pense que surtout personne viendrait nous chercher, en fait. Il faut quand même être conscient de ça. Quand vous êtes conscient de ça. Et la vérité sort de la bouche de Françoise de Goua. C'est vrai, c'est Pour vrai. une fois, c'est tellement rare. Donc, estimez-vous heureux que l'on vous garde. Voilà le truc. C'est ça, en fait, Voilà. la vérité, c'est ça. Merci la direction, merci patron, merci. Allez, bienvenue à tous et on part directement en jeu. Mais oui, directement, on offre des cadeaux, on est comme ça, nous. On ouvre l'antenne et on offre des cadeaux puisque on va pouvoir vous offrir 2 places à gagner pour les épreuves des Jeux Olympiques de tennis de table. C'est le 7 août à 15h. 15h, notez sur vos petites plaquettes. Ce sera à l'Arena Paris Sud 4, Philippe. Et on gagne quoi, Philippe? On gagne 2 places pour aller voir les Jeux Olympiques de tennis de table et on a les frères Lebrun, Félix et Alexis qui sont sensationnels et qui ont vraiment, on peut le dire, qui sont de gros espoirs de médailles pour les tricolores. Ils sont surnaturels, c'est des ovnis. Je les avais vus jouer l'autre jour, je ne sais même pas comment ils continuent à avoir la balle. Mais je ne sais pas comment ils tiennent, c'est fabuleux. La prise, ça vous intéresse? Oui, évidemment, bien sûr. Les pongistes. Avec le stylo, ils tiennent la raquette comme on ça tient s'appelle la prise pour le plus. Oui, mais c'est dingue comment ils parviennent à jouer. C'est fou, Comment ils attrapent une balle avec une raquette si petite? C'est ça qui est En tout cas, ce beau cadeau est offert par Sud Radio et le collectif Handicap Visuel. Voilà, on vous rappelle 2 places pour assister aux épreuves de tennis de table. C'est le 7 août à 15h, l'Arena Sud Paris, l'Arena Sud 4. Je vais y arriver. Allez, donnez-moi un chiffre, Tom, entre 0 et 10. 7. 7e appel au standard, 0826 300 300 pour gagner ces places. Allez, le sommaire de cette émission, on y va, on démarre. Sommaire de cette émission, 17h30, le grand débat du jour. La Russie accélère sa campagne de désinformation contre les Jeux Olympiques de Paris. Alerte un observatoire lié à Microsoft de la rédaction de faux articles à la diffusion de contenus trompeurs. L'objectif, diffamer la France et Emmanuel Macron, ainsi que semer la peur pour dissuader les spectateurs d'assister aux Jeux, Philippe. Alors parlons vrai, les JO de Paris sont-ils vraiment menacés? Est-ce que l'ingérence russe peut devenir vraiment hors de contrôle pour les autorités françaises? Et à cette question, la Russie peut-elle déstabiliser la France? Vous dites non à 55%. Vous voulez réagir? Aude, que vous ne déstabiliserez pas. Attends vos appels au 0826 300 300. Et notre invité du jour, Guy-Philippe Goldstein, sera avec nous, enseignant à l'école de guerre économique et romancier et essayiste. Et puis à 18h30, le coup de projecteur des vraies voix, Gabriel Attal chute dans le tableau de bord IFOP fiducial des personnalités politiques pour Sud Radio et Paris Match. Le Premier ministre perd 5 points. 59% des sondés disent désormais ne pas approuver son action. Alors parlons vrai, est-ce que cette baisse de 5 points au mois de mai est compréhensible pour vous? Est-ce que cette chute met en danger le Premier ministre avec des européennes qui se profilent pas très bien pour la majorité dimanche prochain? Et à cette question, est-ce la fin de l'état de grâce pour Gabriel Attal? Vous dites oui à une courte majorité de 94%. D'accord. Et 6%, c'est Bilger tout seul. Qui a voté plusieurs fois avec différents comptes. Mais j'adore être minoritaire. Il n'a pas eu le temps de mettre les 10 doigts, il en a mis 6. Frédéric Davy sera notre interlocuteur. Frédéric Davy, notre invité, directeur général de l'IFOP. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix, jusqu'à 19h.
Les vraies voix Sud Radio. Bon, on n'a pas besoin de les présenter. Philippe Bilger, Françoise Degois, Tom Conan, qu'on est ravis d'accueillir ce soir. Et vous, au 0826 300 300 avec Richard de Haute-Garonne. Bonsoir Richard. Bonsoir Richard. Bonsoir à vous. Richard, vous faites quoi dans la vie ? Ben moi, en fait, je suis cadre. Je bosse dans l'industrie. Mais en fait, voilà. Et je voulais dire que j'étais ravi de participer à l'émission où c'est une émission humoristique qui ne se sait pas, en fait. Et qui ne se sait pas. On rigole bien. Ne dites pas ça parce que Philippe David pense qu'il est drôle. Là, Richard, vous nous avez tués. Non, Richard, vous nous avez tués, là. Alors, on va faire un truc Richard Mathuère. Non, on peut pas faire ça. C'est pas possible, Richard. Non, c'est pas humain. Richard, vous l'entraînez sur la mauvaise pente, c'est mal. Et en plus, c'est vachement sympa. C'est-à-dire que nous, on se tue. C'est très sympa, Richard, parce que nous, on se tue quand même. On se casse les reins à essayer de faire des grands trucs argumentés, forgés, penser avec. Et il lui dit, en fait, c'est une émission humoristique. Je pense que vous avez des traîtres dans la bande. On n'est jamais trahi par les siens, on y revient toujours. Je ne lève pas les yeux de mon micro parce que je pourrais être désigné ces traîtres, bien entendu. Il a la force, Richard. Votre coup de gueule dans un instant. Vous voulez que je vous aide ? Avec Ursula, pas une deuxième fois. Ursula von der Leyen, on en parle dans un instant. En attendant, on écoute le répondeur. Bonjour, Maxime du Tarn. Eh bien, moi, je voudrais dire par rapport aux élections européennes que les eurodéputés n'ont pas d'attachement territorial comme les députés nationaux avec des circonscriptions. Et je serais curieux à la suite des élections d'avoir une carte géographique pour voir quelle est la représentation territoriale de nos eurodéputés. Je voudrais aussi ajouter que, vu qu'on a des députés nationaux, pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas avoir une double casquette, puisqu'ils aiment bien cumuler les mandats souvent. Et enfin, je voudrais terminer en disant que le système de proportionnalité, c'est le meilleur système pour avoir un parlement faible par rapport aux autres instances politiques européennes. Voilà, je vous remercie. Ça nous rappelle, il y a quelques années, les européennes étaient découpées par circonscription, mais ça a été fait une seule fois. Est-ce que c'était un meilleur mode de scrutin? Très rapidement, Philippe Bilger, Françoise Degois et Tom Conan. Je vous rappelle. Ça n'a pas été un succès. On avait Harry Vatanen qui était candidat à Avignon, par exemple. Je sais pas si moi, vous en souvenez du truc. Je préfère celui-là, clairement. Vous préférez le national? Il est plus Françoise Degois, pareil. Oui, c'est bien. Ouais. Et puis, mais je sais bien ce qu'il dit sur la proportionnelle. Je ne pense pas que ça mette en danger quoi que ce soit, la proportionnelle. Oui, je pense quand même qu'on est quand même attaché aux circonscriptions telles qu'elles existent. Il ne s'agit pas de complexifier encore cette élection qui est déjà compliquée à comprendre pour pas mal de gens. Mais est-ce qu'il ne veut pas entendre de dire que finalement les députés européens sont hors sol? Est-ce que c'est pas ça? Je crois pas, parce que d'abord ils sont toujours rattachés quelque part à quelqu'un. François-Xavier Bellamy, il est rattaché au Parlement, mais il connaît la France comme sa poche. Glucksmann, c'est pareil, mais Bardella aussi, même s'il a beaucoup d'absentéisme. Je crois quand même que dans leur campagne, ils sont quand même très ancrés. Ils ont quand même des prises de terre très fortes avec le pays. Donc j'entends pas trop cette critique. Ouais, moi je trouve que c'est un vieux débat, c'est une vieille accusation. Aujourd'hui, la plupart effectivement des candidats, même ceux qui n'ont pas ma faveur, effectivement sont conscients de cet ancrage et de cette articulation entre le niveau européen et le niveau national. Eh ben, vous parlez d'ancrage justement en direction de la Haute-Garonne avec Richard. Richard qui nous ramène à l'Europe avec le possible second mandat de von der Leyen. Voilà, en fait, c'est une personne qui se dit, on va dire, du centre-gauche, mais en fait, qui n'en a rien en termes de politique, qui fait ses discours. Alors, centre-droit, c'était une proche de... elle est passée en centre-droit maintenant, mais les partis qui la soutiennent aujourd'hui, il faut qu'ils se manifestent en France. Aujourd'hui, on va revoter, elle va rembriguer un nouveau mandat. Elle a une grosse casserole qu'on n'a pas soldée puisque elle devrait, j'espère, répondre devant la justice pour les vaccins, pour l'achat des vaccins avec zéro transparence. Bah si, elle a qu'à faire la preuve, elle ouvre ses textos et puis on verra bien, il n'y a pas de contrat. Oui, non mais pour l'instant elle n'est pas renvoyée devant la justice. Tout à fait. Non mais il veut dire, c'est des casseroles, c'est peut-être des marmites, c'est pour ça que c'est ce qu'il veut dire. Non mais moi je voudrais dire à Richard, j'entends ce qu'il dit, et je pense quand même que von der Leyen, cette fois-ci, ça a l'air quand même cuit-patate, parce que quand vous avez toute la délégation, parce qu'elle s'est attaquée à Olaf Scholz, elle s'attaque à Sanchez, donc vous avez tous les socialistes qui de toute façon n'en veulent plus comme présidente de commission.
effectivement, vous avez une partie de la droite, notamment François-Xavier Bellamy, qui n'en veut pas. On voit bien ce qu'elle est en train de faire. C'est génial que nos auditeurs se passionnent comme ça pour l'Europe. Bravo Richard. On voit bien qu'elle essaie de trouver un accord avec Mélanie. Mais là, si elle trouve un accord avec Mélanie, vous allez voir que toute la droite, comme Bellamy, n'acceptera pas. Donc elle est quand même assez mal barrée entre vous et moi et le coin de la table. Je pense que là, il y a un petit problème de crédibilité, effectivement, aujourd'hui. Et aujourd'hui, on aspire vraiment à des personnages un peu plus consensuels. Il me semble. Bon, est-ce que c'est joyeux d'avoir Donald Tusk à la place? Je suis pas sûr. Moi, je crois qu'il sera réélu. Moi, je suis pas sûr du tout. Merci beaucoup. Oui, Philippe a raison. Moi, je jouerai pas. Après les calculs, ça va se faire comme ça, et je me reste voir pour qui voteront nos têtes de liste là. Je suis absolument persuadé qu'elle sera pas réélue. On le verra avec une info. Une info qui vient de tomber pour le tennis. Novak Djokovic déclare forfait pour son quart de finale suite à une blessure. Il va affronter Casper Ruud, et donc Casper aura un adversaire fantôme en quart de finale. Ah, c'est joli. Ah, elle est bien. Non, mais elle est bien. Mais Philippe David, vous voulez pas déclarer forfait des Bravos? Je pars. Là, c'est quand même rude pour Djoko. C'est très injuste pour Djoko. C'est pas de chance. Parce qu'il a aggravé son pied en faisant dans un trou parce que le terrain était mal. Il a accusé l'organisation. Les amis, vous savez qu'on a des annonceurs, mais ils aimeraient bien parler. Allez, vous restez avec nous, Richard. On revient dans un instant. De quoi parle-t-on avec vous Mbappé Dupont. Et ben voilà, Mbappé Dupont. Allez, à tout de suite. Soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite, Richard. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver et on interdit Philippe Bilger d'apporter des bonbons. Je vous le dis direct, des bonbons immangeables que vous gardez dans la bouche pendant 2h30 parce que voilà, c'est comme ça. Mais il a apporté des bonbons parce que les fleurs c'est périssable. Et les bonbons c'est tellement bon. Bien que les fleurs soient plus présentables. Vous savez quoi? On devrait écrire une chanson. Mais là on va passer pour des brels. Ça pourrait marcher. Elle est bien. Elle est bien. Allez, on vous souhaite la bienvenue. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois et Tom Conan. Qu'est-ce qu'il a dit, Richard? Au 0826 300 300 avec Aude, puisqu'on a besoin de votre témoignage et cette émission ne se ferait pas sans vous, bien sûr. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. De quoi parle-t-on? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. On va parler des députés LFI communistes et écologistes qui affichent les couleurs palestiniennes dans l'Assemblée nationale. Séance suspendue. De Jean-Luc Mélenchon qui parle d'électeurs radiés des listes électorales dans les quartiers populaires avant les élections. Un dérapage, réagit Olivier Faure sur Sud Radio qui n'est pas du tout d'accord. Et puis de Mbappé au Real. C'est désormais officiel. En 3 mots, ça donne drapeau, radiation et transfert. Allez, tout de suite, c'est Philippe Bilger. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Philippe Bilger, Mbappé ou Dupont, votre cœur ne balance pas. Oui, et je me suis abandonné en réalité à mon sujet préféré, le sport en chambre. C'est-à-dire que, en réalité, de quoi parle-t-on là exactement ? Je trouve que Mbappé est un génie du football, avec une qualité exceptionnelle, une rapidité qui le fait, qu'il distingue de tous les autres très grands joueurs. Il peut mettre un but à tout instant. Mais en même temps, c'est un tiroir-caisse, quoi. Et sa famille autour, une industrie, en quelque sorte. À tort ou à raison, ça me déplaît. Et en face, il y a le fabuleux Antoine Dupont, qui est non seulement un joueur exceptionnel, rugby à 15, rugby à 7, un être d'une modestie exemplaire, ça j'y suis sensible, parce que nous-mêmes on pourrait être célèbres, mais dehors on est modeste, on est humble. Eh bien lui, c'est une prophétie autorisatrice. C'est pareil, eh bien lui il est extraordinaire. On l'écoute, on se dit non, il est pas en train de dire ça. C'est un homme, un humain. Et en plus il est des Hautes-Pyrénées, Françoise Degois. Il est de chez moi, des Hautes-Pyrénées et de chez Philippe David, excusez-nous, c'est un Haut-Pyrénéen. Est-ce que je demande à notre réalisateur si tu peux me garder la phrase où il dit qu'il est humble, Philippe Bilger. Il faut l'isoler là, il y a un truc à faire. Merci non, beaucoup, bien sûr, il est Castellet, mais non, il est aux Pyrénéens comme chez Philippe David et moi, donc Cocorico, il est extraordinaire. Dupin, je l'ai vu encore en commenter le raffut quand il pousse le joueur, il est exceptionnel. Mbappé est trop papier glacé. Après, c'est deux industries très différentes aussi. Mbappé, il utilise l'argent qui circule, c'est pas non plus illégitime. Mais nous aussi, on aimerait bien utiliser l'argent. C'est pas faux, ça circule moins. Mais ça passe ça circule pas autour de cette table. Non. Allez, il y a autre chose qui fait. Les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu. La parole.
Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont drapeau, radiation et transfert. Suspension de séance à l'Assemblée nationale où Rachel Keke a brandi un drapeau palestinien au milieu de son groupe LFI vêtu des mêmes couleurs, en réponse à quoi LR a affiché celle du drapeau français. Autre turbulence à gauche, Jean-Luc Mélenchon parle d'électeurs radiés dans les quartiers populaires. Un dérapage, réagit sur Sud Radio le socialiste Olivier Faure. Et puis, enfin Mbappé, titre l'un des grands quotidiens sportifs espagnols après l'officialisation du Français au Real Madrid. L'attaquant évoque un rêve devenu réalité. Les vraies voix Sud Radio. Des députés insoumis, communistes et écologistes vêtus en vert, en rouge et en blanc sur les bancs de l'Assemblée nationale et parmi eux, Rachel Keke qui a brandi un drapeau palestinien, le geste pour lequel son collègue Sébastien Delozieux avait été sanctionné la semaine dernière. Résultat, des députés LR qui en réponse brandissent leur écharpe bleu, blanc, rouge et au perchoir une présidentielle Braun-Pivet furieuse. Mes chers collègues, Madame Keke, vous avez évidemment un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal et nous discuterons au prochain bureau du fait de savoir s'il faut une sanction plus sévère. Mais je croyais que les choses étaient très claires et que vous aviez pu lire comme tout le monde notre règlement. Mes chers collègues, la sanction vient d'être prononcée sur le siège et le bureau sera convoqué à temps. Je suspends 5 minutes la séance et je veux voir immédiatement l'ensemble des présidents de groupes présents à l'Assemblée nationale. Je vous attends tout de suite devant l'hémicycle. Voilà ambiance à l'Assemblée. Du côté du Sénat, le président Gérard Larcher a tenu à éclaircir un point lors d'une réunion du groupe LR. Il assure ne pas vouloir de coalition, ne pas vouloir devenir le Premier ministre d'Emmanuel Macron à l'issue des européennes. Les élections, justement, avec l'ARCOM qui précise les choses quant à l'intervention présidentielle de jeudi soir. Dans un communiqué, l'ARCOM qui indique décompter du temps de parole de la majorité les propos directement liés aux élections lors de cette intervention en direct des commémorations des 80 ans du débarquement. Seulement les propos liés aux élections. En tout cas, à 5 jours du scrutin, les 2 premières listes en tête du rolling baissent d'un demi-point. Le RN à 33%, puis Valérie Ayé à 15%, suivi par la liste Glucksmann qui se maintient juste un point derrière à 14%. Suivent LFI à 7,5%, LR à 7%. Un rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, Le Figaro et LCI à retrouver chaque soir dès 17h sur sudradio.fr. Et le deuxième mot, radiation. Le socialiste Olivier Faure qualifie de dérapage les propos de Jean-Luc Mélenchon sur la sincérité des élections. Le leader de la France Insoumise évoque des électeurs radiés dans les quartiers populaires juste avant les élections. Les électeurs qui votent le plus pour LFI dans ces quartiers populaires. Des radiations, mais aussi des professions de foi électorale ou des bulletins de vote qui ne seraient pas distribués. Des anomalies pour ces élections européennes, mais aussi, dit-il, lors des 2 dernières présidentielles. Un dérapage, réagit sur Sud Radio le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. Si on commence à expliquer qu'il y a un problème démocratique et que ces élections sont truquées, comment allons-nous attirer les Françaises et les Français aux urnes en leur disant que de toute façon tout est joué, que c'est déjà terminé, que les urnes sont déjà remplies? Mais dans ces cas-là, pourquoi se déplacer? On crée de la défiance vis-à-vis de ce qui est quand même une exception dans le monde. Nous sommes dans un des rares pays, malheureusement, à pouvoir voter librement, à pouvoir exprimer un choix. Et ce jour-là, nous avons tous le même pouvoir. C'est essentiel de le rappeler en permanence et de ne pas laisser peser le moindre doute sur une élection capitale. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, au micro de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. Et est-ce que c'est pas un peu fort de café d'affirmer que c'est peut-être un trucage des élections? Bien sûr, mais c'est le besoin de toute manière, quelle que soit la réalité, même la plus incontestable, de la troubler et pour en faire une machine de guerre. Françoise Degois. Moi, je suis effrayé. C'est le discours crépusculaire de Jean-Luc Mélenchon à Toulouse. Il y avait un côté plus que Trump, presque Dieudonné, avec c'est là qu'il a dit que c'était résiduel, l'antisémitisme. Mais c'est effrayant la façon dont il tourne. En fait. Non mais voilà, fort, moi je suis assez d'accord avec ça et il est assez clair. Et je pense que aujourd'hui, il faut mobiliser les gens. Enfin, s'il y a un seul message à donner, c'est bien celui-là. Troisième mot, transfert. La presse sportive espagnole fait sa une avec Kylian Mbappé aujourd'hui. Évidemment, c'est un rêve devenu réalité, a déclaré l'attaquant hier en officialisant son arrivée au Real Madrid. Enfin Mbappé, renchérit de son côté le quotidien sportif espagnol AS. Un enthousiasme partagé par ses supporters francophones à Madrid. C'est un attaquant, un matador, et on verra. Parce que le Real a besoin d'un tueur. Je pense qu'il le saura. D'après ce que j'ai vu, Vinicius, Rodrigo, Bellingham adorent tous Mbappé. Alors je n'ai aucun doute qu'ils vont être en symbiose et tout va marcher parfaitement.
Voilà pour les propos recueillis par l'agence France Presse. Et puis je vous donne ce petit enchaînement à la une de l'Indépendant catalan. Aujourd'hui, le Real se paye Mbappé, puis la fête du melon se prépare à Plaisance. Je ne sais pas s'il l'en fait exprès, mais je vous laisse là-dessus. C'était génial, c'était super. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le grand débat du jour, les JO de Paris 2024. La campagne de désinformation russe prend de l'ampleur, Philippe. Oui, alors parlons vrai. Les JO de Paris 2024 sont-ils vraiment menacés? Est-ce que l'ingérence russe peut devenir hors de contrôle pour les autorités françaises? Et à cette question, ingérence, manipulation, la Russie peut-elle déstabiliser la France? Vous dites non à 55%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et notre invité Guy-Philippe Goldstein sera avec nous, enseignant à l'école de guerre économique, romancier et essayiste. Est-ce que, petite question avant de partir en pub, est-ce que la désinformation est devenue plus forte que l'information? Bonjour, la réponse est non. L'information gagne toujours, la vérité triomphe toujours, comme dit la devise de l'Inde. Mais par contre, à court terme, il y a une bataille qu'il va falloir mener. Allez, on fait une petite pause et on revient dans un instant. 0826 300 300. On a envie de vous entendre sur ce sujet. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue à tous, on est ravis de vous accueillir dans cette belle maison Sud Radio. Philippe Bilger est avec nous, Françoise de Goa, Tom Conan. Je suis là mais pas là. Vous êtes là. Je suis là sans être là, je suis en train de réfléchir à mon transfert. Là. Pour quelqu'un qui n'est pas là, vous faites beaucoup de bruit. Je sais, mais parce que c'est mon avocat que j'ai délégué pour mon transfert. Allez, vos appels au 0826 300 300. On va revenir sur cette campagne de désinformation et de diffamation menée par la Russie, mais peut-elle avoir un impact sur les JO? On en parle tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Une menace est en train de se concrétiser, celle de l'ingérence russe. Selon Microsoft et son centre d'analyse des menaces, des groupes d'influence russes cherchent à semer la peur pour dissuader les spectateurs d'assister aux Jeux Olympiques. La Russie a toujours plus besoin d'influencer l'opinion publique européenne pour faire cesser le soutien à l'Ukraine. 14 mai dernier, la France découvre avec effroi des dizaines de mains rouges taguées sur le mur des Justes. Vladimir Poutine a organisé des jeux alternatifs. Les Jeux de l'amitié, c'est leur nom, devraient avoir lieu à Moscou et Ekaterinbourg en septembre 2024. Ils créent la panique, ça fonctionne vraiment, et dans un deuxième temps, ils peuvent s'en servir comme une démonstration de force. Secret classé, secret sucré, c'est espionnant. Allez, la Russie accélère, vous l'avez entendu, sa campagne de désinformation contre les JO de Paris, alerte un observatoire lié à Microsoft de la rédaction de faux articles à la diffusion de contenus trompeurs. L'objectif, diffamer la France, Emmanuel Macron, ainsi que semer la peur pour dissuader les spectateurs d'assister aux Jeux, Philippe. Alors parlons vrai, y a-t-il à votre avis d'autres ingérences que la Russie? On voit en Nouvelle-Calédonie, par exemple l'Azerbaïdjan ou la Chine. Est-ce que le pire risque de déstabilisation venant de Russie ne viendrait pas d'une cyberattaque au moment des Jeux Olympiques? Et à cette question, ingérence, manipulation, la Russie peut-elle déstabiliser la France? Vous dites désormais non à 56%, vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler ou débattre, Guy-Philippe est avec nous, Guy-Philippe Goldstein, enseignant à l'école de guerre économique, romancier et essayiste et auteur de Cyberdéfense et cyberpuissance au 21e siècle et roman Babel Minute Zéro. Merci d'avoir accepté notre invitation, Philippe Bilger. On en parle de plus en plus de l'ingérence, mais là ça change un petit peu de mode, c'est-à-dire que on essaye d'effrayer finalement les citoyens français. Oui, alors ce qui me frappe, c'est que j'avais sans doute une vision naïve des rapports entre les États et des rapports de force, c'est que j'imaginais que la désinformation était possible, était même pour certains États nécessaire, mais je n'imaginais pas qu'elle puisse se dérouler de manière à ciel ouvert, en quelque sorte. Personne n'imagine que ça n'est pas la Russie qui n'est pas derrière ces affaires de cercueil, de mains rouges et d'autres choses encore. Et comment peut-on penser, et pourtant probablement ce sera le cas, que des gens puissent être impressionnés par des campagnes aussi ostentatoires de manipulation et que peut-être on ne parvient pas assez à battre en brèche. Françoise de Goa. Moi, je pense qu'on est impressionné parce que c'est effrayant, parce que les mains rouges sur le mémorial de la Shoah et les cercueils avec les noms des soldats sous la tour Eiffel, ça touche vraiment nos peurs les plus profondes et ça envoie quand même un message qui est clair, c'est-à-dire qu'on peut amener la mort sur votre territoire, ça n'est pas un problème pour nous, il faut quand même voir à qui on a affaire. Le hacking des Jeux Olympiques n'est pas une première, vous savez, vous vous souvenez la cérémonie d'ouverture des Jeux de Séoul qui avait été perturbée par des hackers. Donc, au fond, il y a les ingérences
ingérence informatique, mais moi je trouve qu'on a franchi un cap avec les mains rouges et ce que vous disiez sur les froids et sur les froids que ça crée, les cercueils sur la Tour Eiffel. Moi je pense qu'on a franchi un cap, mais je suis profondément optimiste. Je pense que nos démocraties, la France en tout cas, sont suffisamment fortes pour absolument encaisser ça. Tom Collin. C'est une guerre, oui, qui me semble être de plus en plus totale. Alors pas au sens. Une guerre des nerfs peut-être. Ouais, et surtout, on voit bien dans l'époque actuelle que de manière générale, le numérique est quand même fortement utilisé par les grandes puissances pour pouvoir propager des idées plus ou moins acceptables. En l'occurrence, là, parfaitement scandaleuse. Même penser dans un autre registre à TikTok. TikTok est quand même maintenant aujourd'hui considéré par beaucoup de personnes, de plus en plus d'experts, comme étant utilisé par la Chine pour différents objectifs d'ailleurs. Avouable ou inavouable. Voilà, avouable ou inavouable. Mais donc effectivement aujourd'hui, c'est l'une des menaces premières, c'est lutter contre ces désinformations et surtout en plus dans un contexte qui est très compliqué, qui est le complotisme aussi qui existe encore, vous savez, malgré tout, et donc ça va être difficile aussi pour certaines personnes de changer de vision. Par rapport à ce qu'ils voient ou pas ce qu'ils lisent. Guy-Philippe Goldstein, vous avez écrit un roman qui s'appelle Babel Minute Zéro. C'est le livre qui a inspiré la politique cyber du gouvernement israélien. C'est le scénario d'une guerre Chine-Taïwan dans le cyberespace. Est-ce que quelque part aujourd'hui, on est arrivé dans ce qu'on appelle une guerre hybride, c'est-à-dire qui se fait pas à coups de balles de Kalachnikov et de missiles, mais de manière beaucoup plus sournoise, vicieuse et qu'on ne voit évidemment beaucoup moins? On est effectivement totalement dans le cas d'une guerre hybride. Je voudrais dire qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil. L'Union soviétique, dès les années 20, avait déployé ce qu'ils appelaient les mesures actives. Et ce que l'on voit, c'était au siècle dernier, et ce que l'on voit aujourd'hui n'est pas autre chose en réalité qu'un retour à une ancienne manière qui était très bien connue pendant la première guerre froide. Et aujourd'hui, nous sommes dans une deuxième guerre froide. Il faut dire les choses, il faut les appeler par leur nom. Et nous avons donc face à nous un adversaire qu'est la Russie, qui à la fois utilise les anciennes manières, parce qu'on pourrait aussi évoquer les opérations de sabotage qui ont lieu au cours du premier semestre 2024 en Europe, qu'il s'agisse en Pologne, en Lituanie, en Estonie, des tentatives même en Allemagne, etc. Donc des choses dures, concrètes, entre guillemets, et à l'ancienne, mais également, évidemment, cette version nouvelle qui passe à la fois par des attaques cyber, à savoir donc attaquer les systèmes d'information de façon à faire planter, par exemple, le système de signalisation ferroviaire en République tchèque. La République tchèque est un allié occidental très fort, en tout cas qui aide beaucoup l'Ukraine. Et puis également des opérations cyber, parfois qui sont du domaine à la fois d'opérations qui réussissent un petit peu, mais qui se plantent, mais on en fait des outils de propagande, comme par exemple ce qui avait été révélé en mars dernier, lorsque il y avait une chaîne Telegram qui appartenait par un compte de la nouvelle cyberarmée russe qui était renée et qui a annoncé une attaque contre une centrale hydroélectrique en France à Courlon-sur-Yonne, alors qu'en réalité, c'est juste une petite installation électrique privée à Courlando, un village de 300 habitants qui avait attaqué. Donc, il y a un aspect de manipulation autour de ça. Il y a des cyberattaques, il y a de la manipulation après dans les réseaux sociaux, ça a été évoqué, et on essaye tout simplement à la fois de jeter le discrédit, eh bien là, sur la France dans le cadre de l'organisation des Jeux Olympiques, et puis également, comme ça a été dit avec le cadre des fameuses mains rouges au mémorial de la Shoah à Paris, d'essayer de monter les populations les unes contre les autres. À la fois, il y a rien de neuf sous le soleil. Il est vrai, ça a été dit qu'on identifie assez bien en fait que c'est la Russie qui est derrière. C'est une façon en fait pour dire, pour que la Russie nous dise, bah, regardez, j'existe. C'est aussi quelque part, je voudrais le signaler, un aveu de faiblesse de la Russie dans la lutte politico-diplomatique qu'elle essaye de mener contre les alliés occidentaux, dans l'aide que les alliés occidentaux livrent à l'Ukraine. On le voit très bien, par exemple, avec tout ce qui avait été les menaces autour de l'emploi d'armes nucléaires, de ce bluff russe qui aujourd'hui ne fonctionne plus. Et on a un peu l'impression que les Russes essayent de passer à autre chose pour continuer à nous faire pression et qu'en même temps, ils sentent bien que ça ne marche pas. Confère justement la réaction depuis un an de la France par rapport à l'aide à l'Ukraine, confère d'ailleurs l'amélioration des moyens militaires qui sont livrés à l'Ukraine depuis 12 mois.
Oui, mais Guy-Philippe Goldstein, ça fonctionne peut-être pas sur le gouvernement, mais est-ce que sur les citoyens, ça joue forcément à un moment donné? Parce que vous disiez, il y a le temps long de l'information, il y a le temps court. Donc forcément, tout le monde n'a pas le même niveau d'information. Et même si on arrive à rétablir la vérité, tout le monde ne verrait pas peut-être ce rétablissement de la vérité. Cette correction, ouais. Je cherchais le mot. Merci beaucoup, Exactement. Tom Conan. Et vous avez parfaitement raison. Un des points critiques, et qu'on a très bien vu d'ailleurs dans une société qui est encore plus divisée que la société américaine, et sur lequel d'ailleurs les Russes ont joué lors de la campagne électorale de 2016, et on réfère un rapport bipartisan tant des démocrates et des républicains du Sénat qui datait de 2018. L'objectif était effectivement d'exploiter les divisions qui existaient dans la société américaine pour l'affaiblir et d'utiliser les réseaux sociaux. On avait très bien vu ça avec Facebook. Et on voit ça à nouveau aujourd'hui, évidemment, en Europe, avec toujours l'idée d'exploiter ces divisions pour que, idéalement, et peut-être que ça marchera malheureusement aux États-Unis, on verra en tout cas en Europe, idéalement, il y a tellement de tensions entre les différents camps politiques qu'on en vient presque à des commentaires de guerre civile qui pourraient se développer sur les réseaux sociaux. En gros, qu'il y ait tellement de luttes internes que finalement on laisse tomber les fronts externes, et donc ça c'est peut-être l'idée stratégique de la Russie, qui est tellement de divisions internes qu'on ne s'occupe plus de l'Ukraine. C'est précisément ce que recherche la Russie. À votre avis, les États attaqués peuvent-ils juste se défendre, ou auraient-ils le droit d'opérer de la même manière, par exemple, en déstabilisant la Russie? Réponse courte, Guy-Philippe Goldstein, que les autres vraies voix veulent vous interroger aussi. Allez. Oui, alors c'est une excellente question, et d'ailleurs on est au cœur du débat actuel entre les alliés occidentaux. Lorsqu'on est face à ces opérations qui sont sous le seuil, c'est pas comme si c'était une attaque cinétique, comme si les Russes nous envoyaient des avions pour bombarder. Donc faut faire très attention à la manière dont on va répondre. Il y a en gros trois étapes de riposte. La première, et on l'a appris beaucoup des États baltes qui le faisaient et à raison, il faut dénoncer ouvertement que nous sommes les victimes de ce type d'attaque. Il faut pas mettre ça sous le tapis. Le deuxième point, il faut renforcer la résilience nationale, que ce soit au niveau cyber, que ce soit au niveau de tout ce qui va être cognitif, notre compréhension des médias, notre capacité à rechercher l'information, notre capacité aussi à débattre, même si nous sommes opposés, mais à toujours être unis dans le sens de l'intérêt national. C'est très important. Et une troisième question, et c'est un peu la question qui était posée, quelle riposte pouvons-nous avoir de façon à dissuader nos adversaires d'aller plus loin sous ces questions-là. Et là, la question est assez ouverte parce qu'évidemment, si eux font des choses qui sont illégales, du sabotage qui est non éthique, on ne peut pas faire la même chose. Mais pourquoi, par exemple, ne pas réfléchir à des campagnes qui seraient pas des campagnes de désinformation, mais des campagnes d'information contre les adversaires, pour mettre en lumière, par exemple, la corruption, les choses qui ne vont pas, les défaites militaires, tous ces éléments-là que, entre parenthèses, nous avions fait pendant la première guerre froide face à l'Union soviétique. Allez, rapidement, petite intervention de Richard qui nous appelle de Toulouse. Richard, ça vous inspire quoi? Après, on donne la parole à Françoise et à Tom Conan. En fait, c'est un discours assez unilatéraliste de votre invité. Je pense que la déstabilisation de l'Ukraine, on l'a faite avant, avec la révolution orange. C'est des révolutions qui sont en fait supportées par la CIA. Nul ne l'ignore. Aujourd'hui, les gens ont des VPN, ils se renseignent aussi. Et donc, on a fait une révolution orange qui, comme les feux, vire au rouge. Et c'est pas la seule, il y en aura d'autres. Il y en a une qui avait été avortée, d'ailleurs, où M. Glucksmann était en première ligne. En Géorgie. En Géorgie, tout à fait. Mais aujourd'hui, votre discours, il est complètement unilatéraliste et c'est pas en ayant interdit RT qu'on peut argumenter. Je pense que le président, l'ancien président du Mexique, a trouvé que toute interdiction de médias, y compris même celle de Trump dans les réseaux sociaux, était une atteinte à la liberté. Mais tout le monde trouve ça, que c'est un grand homme, mais
Richard, allez, vous parlez d'Almo, bien sûr. Lopez Obrador, qui vient d'ailleurs d'être brillamment acquis. Non, il n'est pas battu. C'est Claudia Sheinbaum qui lui succède. Donc, bien sûr. Mais il y a beaucoup de grands pays démocratiques qui considèrent qu'il ne fallait pas interdire Trump, et la France en premier. Donc, moi, j'entends ce que vous dites. Moi, j'entends ce que vous dites. C'est une position qu'on connaît très très bien. C'est une position très à gauche. Moi, j'entends ce que dit aussi notre spécialiste. Je pose juste la question sur TikTok. TikTok, véritablement, il y a deux écoles. Il y a Bardella, Jordan Bardella, qui l'utilise, et on sait très bien que c'est un des succès de sa campagne, c'est TikTok. Et il y a Raphaël Glucksmann qui a refusé, qui avait des milliers d'abonnés, centaines de milliers, et qui a décidé de ne plus y être. Depuis hier, par exemple, circule une vidéo délirante. Vous avez Emma Rafovitz, qui est candidate PS, qui a le malheur d'être la nièce de Olivier Rafovitz, le porte-parole de Sahel, alors qu'elle est à l'antipode des positions de son oncle. Ouais. On lui fait dire des choses avec un faux enregistrement. Et là, pour moi, si vous voulez, mon cher, je parle à notre invité, c'est un vrai sujet. Qu'est-ce qu'on fait avec TikTok? Je vous pose la question. Une petite réaction aussi de Tom. Il me semble que ce qui est très important, c'est la rapidité. Attendez, bougez pas, Richard. Juste un mot, c'est la rapidité justement dans le démenti. Aujourd'hui, les gens ont beaucoup de flux d'informations devant les yeux, en tout cas pour ceux qui se renseignent, qui sont sur les réseaux sociaux notamment. Et sur X, anciennement Twitter, vous savez, il y a cette mise en contexte qui peut être mise juste en dessous d'un tweet, et ça marche effectivement très bien. Moi, parfois, j'ai pu me laisser embarquer dans quelque chose de manière un peu hâtive, et ensuite je voyais effectivement cette mise en contexte qui invalidait éventuellement la vidéo, le propos, etc. Et ça, c'est fondamental, parce que finalement, sinon on distille une fausse idée, une fausse information dans l'esprit. Mais qu'est-ce qu'on fait à notre invité avec le mot de la fin? Oui. Très bonne question à nouveau, merci. Vraie question ouverte, mais sur lequel il faut être sans tabou. Une étude de Rutgers University de l'année dernière, de décembre dernier, a démontré, en faisant la comparaison d'ailleurs avec Instagram, que certains thèmes étaient très clairement supprimés sur TikTok, comme par exemple tout ce qui était pro, on va dire, Israël, dans le contexte... on vous perd, on est en train de vous perdre. On n'a pas la fin. Guy-Philippe Goldstein. Je peux la faire, hein. Attendez. Non, on a bien compris. Aïe, on l'a perdu. C'est dommage. Mais ce n'est pas un complot, hein. Non, ce n'est pas un complot. C'est une cyberattaque. On a été attaqué. Mais c'est que TikTok, contrairement à Twitter. Vous êtes là ou pas, Guy-Philippe Goldstein? Est-ce que vous m'entendez? Allez-y. Fort et clair. Il nous reste 40 secondes. Vous m'entendez? 40 secondes. 40 secondes. Allez. Des études montrent très clairement, de Rutgers University, même le Wall Street Journal CMI, que l'information sur TikTok est très clairement biaisée en faveur, faut le dire, bien des opinions qui sont plutôt dans le giron de la mouvance géopolitique de la Chine, et qui sont, par exemple sur les Ouïghours, et qui sont d'ailleurs très en faveur du Hamas versus Israël. Donc là, il y a une vraie question qui est posée sur un outil algorithmique qui peut-être est très clairement biaisé, et on ne le sait pas d'ailleurs. Merci mille fois, Guy-Philippe Goldstein, d'avoir été avec nous, enseignant à l'école de guerre économique, romancier et essayiste. Je vous rappelle les titres de ses livres, Cyberdéfense et cyberpuissance au XXIe siècle, et du roman Babel Minute Zéro. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, l'ingérence des vraies voix dans le qui c'est qui l'a dit. Et de Richard. On en parle ou pas? On en parle ou pas de cette ingérence? Et Richard? Oui. Il est prêt. Ne vous laissez pas avoir par les pays ennemis qui sont autour de cette table. Allez, on fait une petite pause. Bougez pas, on revient dans un instant. Tout de suite le quiz de l'actu juste après la pause. Bienvenue et merci de votre fidélité à Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est que de la gruge ici. Non, mais c'est que de la gruge. Non, c'est de la gruge. J'ai pas fait d'inspirer ce soir. Vous êtes en train de faire de la désinformation, Françoise de Bois. C'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien, vous dites la vérité. C'est pas parce qu'il y a du rouge derrière vous que... Voilà. Ça justifie tout. Ça y est, tout de suite, la gauchiste de base, je suis classé, forcément. Allez. Les Balkans. Allez, on vous souhaite la bienvenue.
Françoise de Gaulle est avec nous, Philippe Bilger, et vous l'avez entendu, Top Conan, j'ai dit Top Conan. Top Gun. Top départ. Après, Top Gun, Top Conan. Philippe Bilger qui est en train de faire ses courses. Vous faites quoi, des courses? Pardon, je crois que c'était la moi liste des j'ai le courses. qui c'est qui l'a dit sous les très yeux. bien, on y va. On a les quiz de Et l'actu. je ne l'ai vendu à personne. C'est parti. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et Richard, bien sûr, qui est là. Richard, vous jouez contre tous. Hein, c'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. Et en plus, vous allez gagner. C'est ça qui est ouf. Ça va les énerver. Allez, on y va. Vous êtes prêts, Richard? 58 ans, Toulouse, Haute-Garonne, tout va bien. Question, qui c'est qui l'a dit? 3 points. Je ne souhaite pas être le Premier ministre de Macron. Gérard Larcher. Bonne réponse de Richard. Ça va même pas 3 points. Il est très très bon, ce Richard. En fait, Félix Mathieu l'a mise dans ses 3 mots. C'est pour ça que les points auraient pu baisser, mais on les laisse 3 points, Richard. Question à 3 points. On va prendre notre Et race. attention, c'est très drôle. Qui c'est qui l'a dit sur Monseigneur Lebrun, l'évêque de Rouen? Et il a refait l'office le matin, il a envoyé son vicaire pour le déjeuner, et il a travaillé tout l'après-midi, il est revenu le soir pour l'office avec nous. Je suis à 2 doigts de la conversion avec l'évêque. Richard. Qu'est-ce que c'est? C'est votre invité? Non. C'est une haute autorité religieuse française. Non, mais on n'aurait pas dû mettre 3 points, on aurait dû mettre 1000 points tellement. Non, là je crois que je vais donner la Langocha. Non, pas très bon pour ça. pas un catholique. C'est pas un catholique. Alors c'est Raïm Corsia. Bonne réponse. Parce qu'il les a beaucoup aidés suite à l'incendie de. Il fait une vidéo qui fait le buzz et qui fait rire tout le monde. Qui est très très drôle. Raïm Corsia. Franchement, ça méritait 5 points. Merci. Est-ce que tu peux les mettre, s'il te plaît, 5 points? Eh ben, je les mets. Non. Ah non, vous avez dit que ça méritait. Ça méritait 1 point. C'est pas la règle. 3 points. Allez, on y va. Qui va gagner cette question? Question, qui c'est qui l'a dit? 3 points. Il y a une relève à droite qui refuse le débauchage et les reniements. Richard. Je sais. Richard. La relève à droite, qui refuse les débauchages et les reniements. Ça, c'est la candidate de Renaissance, ça. Non, c'est François-Xavier Bellamy. Bonne réponse de François. Là, c'est douteux, hein, les 3 points pour Françoise. Parce qu'elle a donné la réponse avant que Richard réponde. Parce qu'elle le connaît très bien. Elle le connaît très bien. Vous l'aviez, et moi, je l'avais. Et moi, je l'avais pris la règle. Tu dormais comme on aurait dit un koala en train de dormir sur son arbre. On n'entend pas ce que vous dites. Déjà, c'est pas intéressant, déjà. C'est la première des choses. Sur Bellamy, elle a juste eu un mot passant. Et Richard pense que Françoise vote Bellamy. Alors là, on sent que Richard, il est rempli d'acuité. On sent quand même le gars très réveillé. Allez. Précision, là. Qui c'est qui l'a dit? À 2 points, Richard. La différence entre mon programme et celui de Raphaël Glucksmann, c'est la constance, la cohérence et la clarté. Oh, c'est un socialiste. C'est Olivier Faure. Non, c'est Marie Toussaint. Bonne réponse de Françoise de Gaulle qui marque 2 points. Richard, on est de gauche tous les deux. Qu'est-ce qui vous arrive là? Franchement, vous donnez une image de la gauche là. Réveillez-vous. De gauche, mais en fait, d'une gauche souverainiste. En fait, c'est peut-être ça le problème. Ah mince, là, un chevènementiste égaré. Il y en a encore. Richard, personne n'est parfait. Que je vous dise. Qui c'est qui l'a dit? 2 points. Quand le Premier ministre arrache le micro de sa propre candidate Valérie Ayé et parle à sa place, il engage sa responsabilité. Richard. Alors Riri, on en est où là? Ben là, on est. En fait. Allez-y, c'est une femme. J'étais voir la finale de rugby à 7. C'est pour ça que je suis loin. Langocha, c'est parti. Rousseau. Sandrine Rousseau. C'est pas. Marine Le Pen. Bonne réponse, Marine Le Pen. 2 points pour Tom Conan. Est-ce qu'on peut rappeler le score de Bilger, Philippe? Il est à Fanny, alors on va pas être désagréable, excusez-moi. Qui c'est qui l'a dit à 2 points sur Valérie Ayé, interrompue par Gabriel Attal? Il n'y a pas eu de machisme. Je sais. Richard. C'est quelqu'un qui parle franc. Oui, et qui est ministre? Et qui est ministre? Je sais. Langocha. Dati. Là, il l'a dit avant. Ah si, oui, mais là, je savais il qu'il pouvait. l'avait pas. J'ai dit Langocha. Il a On m'a grugé la dernière fois. Non, mais je peux pas te gruger 2 fois. J'ai pas été grugé. Richard. Bellamy. Alors Richard, écoutez les scores. Écoutez Alors, bien. Françoise de Gaulle, 8 points. Oui. Richard, 3 points. Et à égalité, Philippe Bilger, Tom Conan, 2 points. Applause. Bravo Françoise. Merci beaucoup. Merci, peuple de France. Merci. Moi je dis pour une fois que la gauche gagne un scrutin. Et comme on parlait des ingérences étrangères et que Richard trouve qu'on a de l'humour, à la fin de ce qui c'est qui l'a dit, il a dit Azeri.
Azéri. Azerbaïdjan. Oui, compris. pas mal. Non, mais il faut être spirituel pour comprendre. Il faut être cultivé surtout. On peut être au pied de l'opéra. Azéri, Zéri, de me voir si belle en ce miroir. Richard, je ne suis pas sûre que vous ayez monté intellectuellement depuis que vous écoutez sur cette émission. J'ai peur que vous ayez régressé un tout petit peu, je suis désolée. Ça s'est écrasé, là. Merci d'avoir joué avec nous, on était ravis très de sympa ce Richard. vous accueillir. Merci, on vous Richard. embrasse très fort et toutes nos amitiés, bien sûr. Jean-Pierre Chevalier. Allez, on vous embrasse, Richard. Merci d'avoir joué avec nous, merci d'avoir participé. Dans 10 minutes, le tour de table de l'actu de nos vrais voix avec Philippe Bilger. Des jeunes filles qui jouent tous les rôles dans le marché de la drogue. Tom Conan. Le Golden Bachelor, donc le Bachelor en version senior. On adore. Françoise de Goua. On revient sur le drapeau palestinien, bis repetita, erar et humanum est, et perseverar et diabolicum. Et ça se passe à l'Assemblée nationale. Allez, soyez les bienvenus. Vous nous commentez 0826 300 300 ou sur nos différents comptes. On vous embrasse. À tout de suite. Et dans quelques instants, je vais pousser un coup de gueule contre certains qui osent mettre sur un pied d'égalité Israël et le Hamas. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Si vous venez de nous rejoindre, on est ravis de vous accueillir et on est désolé que vous n'ayez pas écouté il y a 5 minutes parce que c'était la pub. C'est important la pub, d'écouter la pub aussi. Et en tout cas, on vous accueille avec joie et bonne humeur. 0826, ce numéro que vous connaissez bien, 0826 300 300. Philippe Bilger est avec nous, Françoise de Goua est avec nous, Tom Conan est avec nous, Philippe David, notre Philippe David. Ah oui. Bon, il va très bien. Allez, dans Vous un aussi, instant. d'ailleurs, vous allez très bien. Bah oui, je vais très très bien. Allez, dans un instant, on parle de quoi avec Félix Mathieu? Vous avez la parole? D'un sujet important, la journée mondiale du naturisme et du naturisme urbain aussi qui se développe. On va en parler avec le tout nouveau président de la Fédération française. Alléluia. Les vraies voix Sud Radio. Avez-vous le projet de faire la même chose avec l'autre protagoniste du conflit, à savoir un dirigeant du Hamas? Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village. Avez-vous le projet de faire la même chose avec l'autre protagoniste du conflit, à savoir un dirigeant du Hamas? Cette question était posée hier par Céline Beydarcourt, journaliste à France Info, à Thierry Tuilier, directeur général adjoint du pôle information du groupe TF1, qui s'expliquait sur l'interview de Benjamin Netanyahou sur LCI jeudi dernier. Et inutile de dire que cette question m'a tout à la fois laissé pantois et mis hors de moi. Comment mettre sur un pied d'égalité un chef de gouvernement démocratiquement élu et un groupe reconnu terroriste auteur du plus grand pogrom commis depuis la Shoah? Quelle question poser au Hamas? Tiens, j'ai quelques idées. Sur son peuple, faut-il précipiter les homosexuels dans le vide depuis les toits des immeubles ou s'arrêter à un étage pas trop haut pour augmenter la souffrance des condamnés? Quand vous tirez sur votre propre peuple à balles réelles, utilisez-vous des cartouches de 5,56 ou de 7,62? Sur les otages israéliens, les nourrissez-vous tous les jours? Les torturez-vous? Violer les femmes, c'est toléré ou pas? Laisser mourir des nourrissons, est-ce que c'est problématique pour vous? Quelle question poser au Hamas, dont on connaît la position sur le conflit au Proche-Orient? Position résumée la semaine dernière par Khaled Meshal, un des leaders du Hamas, interview reprise dans un seul média français, si je ne m'abuse, Tribune Juive, dans lequel l'intéressé déclare, je cite, « Nous n'en avons rien à faire de la solution à 2 États, Israël est notre ennemi, la Palestine du fleuve à la mer et du nord au sud, bref, l'anéantissement de l'État d'Israël et les Juifs à la mer. » On connaissait la formule 5 minutes pour les Juifs, 5 minutes pour Hitler, qui est désormais remplacée pour certains par 5 minutes pour les Juifs, 5 minutes pour le Hamas. On n'arrête pas le progrès. Alors, comment dire rapidement, à la fois je vous rejoins totalement sur le refus absolu du parallélisme entre le 7 octobre, l'État d'Israël et le Hamas, mais en même temps je m'en rends compte dans les conversations que je peux avoir, c'est de plus en plus mal compris. C'est très difficile de le faire percevoir. Françoise de Goua. Je suis 100% d'accord avec vous, Philippe, c'est assez rare pour être signalé. Je ne comprends pas comment France Info peut poser ce genre de questions. J'imagine Thierry Tuilier, qui est quelqu'un que j'apprécie, que je connais bien, qu'à mon avis a dû être totalement sidéré de la bêtise. Excusez-moi, tout sauf le respect que j'ai pour Cécile Beydarcourt, comment on peut poser une telle question? Comment est-ce que ça peut venir à l'esprit? C'est-à-dire que ça veut dire que la presse a intégré toute la propagande qui consiste à dire que de toute façon, avant même qu'il y ait un mandat d'arrêt international, Netanyahou, de toute façon, c'est un salaud. Mais tous ces gens-là, est-ce qu'on a vu ces gens-là quand TF1 interviewait Bachar el-Assad faire des manifs devant la tour TF1? Moi, j'ai jamais vu. Donc,
Bravo. Tom. Oui, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. J'aurais malgré tout précisé, je sais que la plupart des gens seront d'accord avec ça, mais j'aurais quand même le préciser qu'il ne faut pas non plus assimiler le Hamas et le peuple palestinien dans son ensemble. Évidemment, personne ne le fait, je sais bien, mais c'est bien de le rappeler. Beaucoup le font parce que, qu'est-ce que tu veux, il a accédé au pouvoir de façon, dans un raz-de-marée électoral. Oui, c'est pas nous, malheureusement, si le Hamas avait pris les armes, mais le Hamas a été élu démocratiquement, donc il faut entendre ça aussi. Bien sûr, non mais ça n'empêche pas. C'est terrible, ça n'empêche pas, mais je suis d'accord avec toi. On peut pas l'assimiler entièrement. Ouais. Voilà. Oui, je suis d'accord. Allez, direction sur une journée beaucoup plus légère, en vêtements, journée mondiale du naturisme, mon cher. Grosse actu sur le sujet. On ne pouvait pas passer à côté. Journée mondiale du naturisme, et en plus, il y a un nouveau président à la tête de la Fédération française de naturisme. Bonsoir Albert Richard. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio et bravo pour votre élection à la présidence de la Fédération. Richard, vous êtes petit joueur quand même. La déception, Albert. Un peu déçu, c'est vrai que là. La déception. Quelle est la tendance côté naturisme ? Vous dites que le naturisme urbain se développe. Ça consiste en quoi ? Ah bon ? Alors, le naturisme urbain, donc la base du naturisme, c'était à la base donc les campings, beaucoup de campings naturistes, donc où les gens étaient enfermés dans les campings avec tout ce qui empêche justement l'extérieur de voir cette nudité. Le naturisme urbain se développe d'une part par le manque de bénévolat maintenant pour justement entretenir tous ces terrains. Ce sont des jeunes qui ont des associations sans terrain et qui pratiquent donc le naturisme urbain, c'est-à-dire qu'ils vont dans des créneaux piscines dans les diverses municipalités de ville, qui font de la randonnée, donc bien cadré aussi pour ne pas choquer les gens, ne pas rencontrer n'importe qui font des bowling aussi. Ah oui, c'est baliser la randonnée. Comment ? C'est baliser la randonnée. Non, mais il manquerait plus que ça, soit pas balisé. T'imagines, t'es en train de te balader dans le centre de Paris. Il t'a en train de marcher. Albert Richard. Non, mais c'est dingue. Alors, avant tout. Donc, oui, c'est sûr que le naturisme peut faire sourire. Mais le naturisme, c'est le respect avant tout. Oui. D'accord. Ah non, je trouve que ça fait pas sourire. On se dit, voilà, c'est une aventure comme une autre. Mais on voudrait voir de plus près, en fait, c'est ça le truc. Non, je plaisante. Pour nous, c'est un art de vivre. Oui. C'est une façon de vivre. C'est un choix. Et moi, donc, je suis le nouveau président de la fédération, et je me cantonnais surtout au respect. Le respect, c'est un mot qui sort 3 fois dans notre éthique. Le respect de soi-même, le respect de l'autre et le respect de la nature. À quel âge vous avez commencé, vous ? Alors, donc, bonne question. Donc, comme je le disais ce matin, le naturisme pur, je l'ai commencé à l'âge de 55 ans. Mais je suis nudiste depuis l'âge de 18 ans. D'accord. La différence... Philippe Bilger. Mais monsieur le président, il ne me serait jamais venu à l'idée d'imposer ma nudité à qui que ce soit, dans la mesure où j'ai conscience qu'elle ne reflète pas l'Apollon grec. Mais vous-même, est-ce que vous n'avez jamais été gêné d'imposer à d'autres, même nudistes, votre anatomie ? Pas imposé. Alors nous avons une campagne Stop Body Shaming. Donc c'est stop à la honte du corps. Donc, ça fait 4 ans que nous faisons cette campagne, donc où nous exposons donc des affiches où il y a tous les corps, que ça soit gros, petit, de toutes les races, l'handicap et tout. Ça, nous avons fait une campagne depuis 4 ans et qui marche très bien. Et c'est vraiment très fort. Et nous avons aussi maintenant une commission handinat qui est donc pour faciliter l'intégration de toutes les personnes handicapées sur notre terrain et dans nos associations. Merci beaucoup. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur le Président, d'avoir été avec nous. Albert Richard, tout nouveau président de la Fédération française du naturisme. Félicitations pour votre élection. Et je suis désolée, moi je trouve ça plutôt bien de se dire que le nudisme médiatique. Oui, non mais c'est bien parce qu'il n'y a plus de discrimination au corps. C'est vrai. Et je tiens à dire que Philippe Bilger, quand tu dis qu'il n'est pas un Apollon grec, c'est vraiment de la modestie parce que pourtant. Non, c'est un sandwich grec. Il faut avoir une certaine conscience.
Ça mérite d'être certaine vérifié. confiance de soi pour se montrer. à Allez, poil. merci en tout cas et on embrasse bien sûr tous les naturistes et les nudistes de France. Vous restez avec nous, on fait une petite pause, le temps de tomber la veste et on revient dans un instant. Si vous avez raté la séquence précédente, on parlait de naturisme, de nudisme et quelqu'un a déjà fait ça ici? Oui, moi quand j'ai chez moi, mais il connaît Philippe. Non mais c'est pas du nudisme chez vous. Non mais c'est une douche. Elle est drôle. Non mais à Andal. Arrêtez Non mais pour je une fois disais. que François nous fait une confidence. Non mais c'est intéressant parce qu'à Andal vous avez une plage Moi je fais du naturiste. nudisme dans ma salle de bain. Ouais, vous avez une plage de naturistes, donc c'est bien. Moi j'étais jeune, donc je disais que les corps jeunes, même s'ils sont un peu déformés, des nanas un peu fortes ou des garçons un peu forts, etc., ça reste quand même toujours beau parce qu'il y a quelque chose qui se dégage, d'énergie, etc. Après, moi je suis quand même très gêné par les corps de 60, 70 ans, 75 ans. Ça, vous n'avez pas vu Philippe Bilger? Non, mais les corps de femmes ou d'hommes, vraiment, c'est moi, c'est même pas beau. Non mais rien à voir avec vous. Je veux dire, c'est pas beau, tout simplement. Non, on dit pour les corps d'hommes, quand les cartouches dépassent le fusil, c'est pas bon. C'est assez joliment dit. Non mais je veux dire par là que voilà, après, mais en même temps, je trouve ça absolument génial que les hommes et les femmes se lâchent complètement. Sinon, on a une rubrique là. Moi, sinon, j'étais déjà passé une fois au bois de Vincennes où il y a un espace effectivement dédié. Oui. Vincennes ou Boulogne? Non, Vincennes. C'est vraiment tout petit. Effectivement, j'étais passé un peu en loose day pour voir ce que c'était. Et t'es pas resté? Et je suis pas resté. Ouais. Non. T'as eu peur? J'ai eu un peu peur quand même. C'était pas forcément génial, mais après, je respecte totalement. J'ai remis mon pull. C'était indiqué vraiment à plusieurs Et mètres. vous, Cécile de Mélibus, je suis étonné que vous soyez jamais adonné au naturisme. Bah déjà, moi, j'enlève pas mon paréo, donc c'est pas déjà, c'est pas possible. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu des vrais voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table. De l'actualité. Et c'est une actu terrifiante, les filles et la drogue, Philippe Bilger. Oui, et notamment à Marseille, on a fait une enquête et en réalité, il y a des filles de 14-15 ans qui sont de plus en plus sollicitées, coupables de 1000 comportements, livreuses, vendeuses, voire chef de clan, et même organisatrice d'assassinats. Donc, à une certaine époque, on se consolait en disant que les jeunes filles n'étaient pas impliquées au même titre que les garçons dans le marché de la drogue à tous les niveaux. Eh bien, ça n'est plus le cas, si on peut en juger d'après Marseille. Mais ça fait longtemps que ça n'est plus le cas. Non, mais les rôles, à l'époque, elles n'étaient pas aussi virilisées. Vous avez eu des marraines de la mafia en Italie, notamment les femmes chefs de clan à Rome, du clan des Gitans, par exemple. Vous avez des reines du narcotrafic en Colombie, au Mexique. Je dis pas que c'est... Mais là, pour le coup, il y a une prérogative peut-être masculine, mais il n'y a rien de neuf à ces femmes qui sont véritablement, qui accèdent au summum. En France, en France, oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais voilà, je veux dire, l'égalité femmes-hommes, elle est aussi dans ce domaine. C'est peut-être aussi plus discret. Enfin, j'imagine que stratégiquement, c'est des personnes qui peuvent être un peu moins soupçonnées. Donc voilà, je pense que c'est aussi intéressant pour elles, si j'ose dire. Mais c'est vraiment quelque chose de assez compliqué. Allez, vous savez quoi, on va avoir notre gagnante au téléphone, Hélène, qui nous appelle de Latte, dans l'Hérault. Oui, bonsoir. Bonjour. Comment ça va, Bonjour Hélène? Cécile. Ça va très bien, je suis très émue d'avoir gagné. J'ai le cœur qui bat très fort. Et bonjour Cécile, bonjour Philippe et bonjour aux vraies voix. Salut. Bonsoir. Hélène, on est ravis de vous accueillir puisque vous avez raison, vous avez gagné un très joli cadeau puisque vous allez pouvoir remporter 2 places pour les épreuves des Jeux Olympiques de tennis de table. C'est le 7 août à 15h, c'est l'Arena Paris Sud 4. Il va falloir que vous veniez à Paris, ça c'est sûr. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et vous allez y aller avec qui, sans indiscrétion? En fait, j'ai fait ça, j'ai joué pour mon petit-fils qui a 8 ans et demi, qui adore jouer au ping-pong. Vraiment, il adore ça. Et d'ailleurs, j'informe tous les auditeurs que maintenant, il existe des balles qui ne font pas de bruit. C'est extraordinaire parce qu'on entend les bing-bang, bing-bang. Oui, c'est tout nouveau. Il n'existe pas d'animateur qui se lève. Ça n'a pas encore été inventé. Qu'est-ce que vous visez? Hélène, comment s'appelle ce petit garçon?
Il s'appelle Benjamin. Benjamin. Eh ben, écoutez, on vous embrasse très fort, Hélène. Génial. Vous embrasserez Jean Gabin, pas du tout, Benjamin pour moi. Et on espère qu'il deviendra un Lebrun ou un Secrétin ou Gatien, un des joueurs mythiques du tennis de table français. On lui souhaite. Espérons. En tout cas, ces places vous ont été offertes par Sud Radio et le collectif Handicap Visuel. Je remercie de tout cœur Sud Radio. Super. Eh ben, on vous embrasse très très fort. Continuez comme vous faites. Merci beaucoup votre radio. Merci beaucoup Hélène. On vous embrasse très fort et bien sûr restez avec nous. La suite du tour de table de l'actu avec nos vraies voix. Bisous Hélène et bisous à Benjamin. Vous restez avec nous. 0826 300 300. Vous pouvez bien entendu nous appeler pour gagner des jeux, des cadeaux, bien entendu, mais aussi pour débattre avec les vraies voix. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio parle. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h, tous les jours du lundi au vendredi, le petit commerce de proximité, il y a tout chez nous. Vous voulez quelque chose, on est là. Vous appelez 0826 300 300, vous voulez réserver Philippe Bilger pour une soirée costumée, vous voulez Françoise Degois pour vous engueuler le dimanche, vous voulez pour une soirée naturiste, pour une soirée naturiste, et Philippe David pour vous raconter des blagues et moi pour ouvrir et fermer les portes. 0826 300 300. Allez, on retourne autour de table de l'actu des vraies voix. Et Françoise Degois, vous vouliez revenir sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale tout à l'heure. Oui, je voudrais revenir parce que je vais résumer ça, si vous voulez. Servir la cause palestinienne, c'est une obligation morale. Il faut servir la cause palestinienne. Il faut se battre pour la reconnaissance d'un État palestinien. Mais se servir de la cause palestinienne, c'est un désastre moral. Et moi, je trouve que ce que fait la France insoumise, je le redis inlassablement depuis 7 octobre, me dérange de plus en plus profondément. Bien sûr, j'ai trouvé, moi, par exemple, que la sanction contre Sébastien Delegou était un peu fort de café, quoi. 15 jours avec suspension de salaire, je crois, à la moitié du salaire pendant 2 mois. Je trouve ça énorme. Mais quand même, une semaine après, recommencer avec Rachel Keke. C'était assez marrant de les voir habillés de façon à ce que ça dessine un drapeau palestinien. Moi, j'ai trouvé ça plutôt bien, mais ça entraîne évidemment, ça donne une image épouvantable en réalité de la représentation nationale. Je trouve que on en serait resté là, c'est pas grave, mais il faut mettre ça avec les manifs, il faut mettre ça avec la rage, il faut mettre ça avec les discours. Vous avez le leader de la France insoumise. Moi, j'ai soutenu Mélenchon pendant des années. C'est impossible pour moi de soutenir. Je ne sais même pas quel est cet homme qui parle à Toulouse, qui parle d'un antisémitisme résiduel. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est brisé le 7 octobre et continuer sur cette stratégie que ça ne crée aucune valeur. Est-ce que vous pensez vraiment que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale peut jouer quelque chose dans le processus de paix et la sortie politique et l'atterrissage politique dont nous avons tous besoin? Parce que c'est pas loin, nous avons besoin qu'il y ait la paix au Proche-Orient. Nous avons besoin de cela. Et je suis encore, c'est même pas outré, je suis très triste en fait pour ce qui est en train de devenir ce mouvement. Tom Conan. Oui, moi effectivement, je pense qu'il faut pas que ça devienne du happening. Le happening, c'est un mode de communication. Effectivement, là, je pense que on arrive un petit peu sur ce terrain-là. Je pense au contraire qu'il faut intellectualiser, mettre en contexte et faire beaucoup de pédagogie sur la solution à 2 États qui effectivement s'impose aujourd'hui et qui est encore assez complexe dans les esprits. Ça n'a rien d'évident. Plein de gens n'ont pas forcément d'idées assez précises sur l'histoire de ce conflit qui est effectivement compliqué. Et je pense qu'il faut pas parasiter ce débat-là avec ce genre de happening et d'opération de communication. Le hasard a fait qu'hier soir, j'ai discuté beaucoup avec quelqu'un qui m'a expliqué, je sais pas ce que ça vaut, que la solution à 2 États n'a aucun sens dans l'espace très étroit où ces 2 États devraient coexister. Excusez-moi, en même temps mais la seule solution possible. Moi, j'entends bien, je connais tout à fait cette théorie. Vous savez, c'est maintenant. Non, mais de quelqu'un qui. Oui, de quelqu'un qui connaît bien et qui, à mon avis, a déjà choisi son camp. Vous savez très bien que l'idée même d'un État binational est absolument inimaginable en réalité. Comment est-ce que vous pouvez imaginer qu'il y aura un État binational? Quand on commence à plaider avec un air doucereux, comment dirais-je, gentil et bienveillant sur l'État binational, sachez que simplement, il s'agit de faire directement disparaître l'État d'Israël et de revenir sur le vote des Nations Unies de 1948. Donc c'est indigne en fait. Mais si les 2 États, c'est pas possible.
Mais les 2 États seront possibles. C'est une décision de politique. Il faut les rendre possibles. Il faut les rendre possibles. C'est à nous de porter ça. Sinon, ça on le porte pas en faisant des happenings comme le dit Tom. C'est pas possible. On le porte en se mettant autour d'une table, en faisant jaillir des leaders dignes de ce nom et en travaillant d'arrache-pied pour que les Palestiniens aient un État en plus viable. Tom Conan, vous, c'est le Golden Bachelor Kezako, comme on dit en anglais. Alors, sujet beaucoup plus léger, effectivement. Alors, vous savez peut-être qu'il y avait une émission il y a quelques années qui s'appelait le Bachelor. Où effectivement, il y avait. J'ai jamais bien compris ce truc, en fait. C'était quoi, en fait? C'était une personne qui était censée être riche et beau gosse et célibataire. C'était un peu le gendre idéal et il y avait des prétendantes. Il devait ensuite choisir sa prétendante, etc. Bon, évidemment, c'est pas forcément du meilleur goût, du meilleur niveau, mais bon, moi, c'était une émission, ça m'est arrivé de la regarder. C'est assez amusant, mais là, en fait, il y a quelque chose de nouveau. Ça revient, parce que ça a été supprimé en 2016, avec une version Golden, comme le dit le titre de l'émission, Golden Bachelor, pour les personnes de plus de 60 ans. Alors bien, n'importe qui pourra regarder, bien sûr, mais cette fois-ci, notre gentleman aura 60 ans, c'est Landry, ancien chef d'entreprise, et les prétendantes elles-mêmes seront, fort heureusement, quand même, à peu près dans le même niveau générationnel. 22 ans, oui, c'est ça. Ça a été un peu étrange. Elles auront entre 55 et 67 ans. Alors c'est vraiment ce que tout à l'heure on parlait du body shaming, rappelez-vous, avec le naturisme. Là, je trouve ça intéressant parce que pour le coup, il s'agit quand même vraiment de rendre plus glamour peut-être des relations affectives, les relations d'amour au-delà d'un certain âge. Et je trouve ça tout à fait bienvenu. Ça me rappelle d'ailleurs un film qui s'appelle Tout peut arriver avec Jack Nicholson, qui est excellent, qui est génial. Et Diane Keaton, c'est formidable ce film, qui est effectivement sur cette thématique-là, l'amour après 60, 70 ans, etc. C'est un film que j'aime énormément. Voilà, donc ça sera aussi animé par l'inénarrable Stéphane Rothenberg, évidemment, qui avait déjà animé le Bachelor à l'époque. Voilà, donc si on veut un peu ouvrir nos critères esthétiques, nos critères de séduction, regardons cette émission. En tout cas, moi je regarde. J'imagine qu'il doit être très beau gosse quand même. Philippe Bilger. Non, c'est possible. C'est une chose qui ne me concerne pas. Non, mais moi je trouve ça vachement bien parce que au fond on crée. Alors c'est très bien de partir pour ouvrir. C'est comme moi par exemple, j'ai des copains qui sont fous de cette émission que je regardais pas sur les drag queens, vous savez, qui est absolument. Mais en fait, je l'ai regardé l'autre jour, c'est absolument génial. En fait, et je me dis c'est super. On ouvre des cases. Et ben voilà, allons-y, ouvrons des cases. Pas nécessaire de les ouvrir. Je sais que votre conservatisme naturel fait que non seulement vous aimez pas qu'on ouvre des cases, pas plus que vous aimez qu'on ouvre des droits forcément nouveaux. Non, vous avez totalement raison. J'ai tout à fait raison. Voilà, des droits qui sont. Donc l'obscurité d'un côté, la lumière de l'autre. On va dire ça comme ça. Non, mais je trouve ça. Je sais pas ce que vous en pensez, Cécile, la vraie professionnelle de la télé, c'est vous. Vous pensez que c'est une bonne émission, ça? Alors moi, je suis pour la diversité à la télévision. Je suis pour les programmes le plus large possible pour tout le monde s'y retrouve et pour donner du choix surtout. C'est ça qui est important et ça permet à certaines personnes d'émerger et de peut-être s'ouvrir par le biais du divertissement finalement sur des sujets. Voilà. Après, vous avez la possibilité de regarder ou de ne pas regarder. C'est ça qui est intéressant. L'injonction et cette espèce de norme, d'être jeune, beau, bien proportionné. Voilà, tout le monde a cette chance et surtout c'est toujours quelque chose d'éphémère quoi qu'il en soit. Mais je voudrais quand même saluer la créativité parce que là je m'adresse toujours à Cécile qui est la plus spécialiste. Je trouve quand même que ça pioche, on pioche beaucoup, on rame. Je trouve qu'on nous resserre toujours la même chose. Je regarde TF1, j'adore The Voice, mais enfin on n'arrive pas à se renouveler par rapport à The Voice. Peut-être que les chaînes doivent aussi s'engager un petit peu et arrêter d'aller chercher des formats. Je trouve que les chaînes manquent totalement de créativité en fait. Non, pas de créativité. La France a de la créativité. C'est les chaînes peut-être qui manquent du courage. D'accord. Pour suivre. C'est peut-être aussi ça le problème, puisque il faut de l'audience et c'est malheureusement le nerf de la guerre. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, le coup de projecteur des vraies voix. Et selon un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio, le Premier ministre Gabriel Attal perd en popularité auprès des Français. Je suis désolée de vous annoncer ça, Philippe Bilger. Alors parlons vrai, cette baisse de 5 points en un mois est-elle compréhensible pour vous? Est-ce que cette chute met en danger le Premier ministre à quelques jours d'européennes qui risquent d'être très mauvaises pour la majorité? Et à cette question, est-ce la fin de l'état de grâce pour Gabriel Attal? Vous dites oui à 94%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et pour en parler, le maître, Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, qu'on est ravi d'accueillir. Bonsoir Frédéric Dabi. Bonsoir Cécile, bonsoir à tous. Est-ce que finalement le principal défaut de Gabriel Attal s'appelle Emmanuel Macron? Non, je ne dirais pas ça. Au contraire, Gabriel Attal, Emmanuel Macron est une opportunité. Gabriel Attal, parce que la popularité du Premier ministre repose beaucoup sur une distinction par rapport à un président qui est largement désapprouvé.
Allez, on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus, 0826 300 300, n'hésitez pas à composer ce numéro. On sera ravis de vous accueillir sur Sud Radio. À tout de suite. Minibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, 17h, 19h tous les jours avec Philippe David. Ça va mon Philippe? Ça va très bien et vous? Oui, très bien. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois et Tom Conan. Malheureusement de quoi? Parce que écoutez, non, 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 on sent qu'elle se délecte. Oui, c'est un sujet qui peut faire du mal à Philippe Bilger. Gabriel Attal qui chute. Bouchez-vous les oreilles, Philippe. Comment expliquer la chute de 5 points dans le baromètre IFOP fiducial pour Sud Radio de Gabriel Attal? On en parle tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Gabriel Attal, 35 ans, beaucoup de brio. C'était très important pour moi de venir vous dire un petit mot, venir encourager Valérie. Je me demande comment on peut faire subir autant d'humiliation à une femme. C'est lunaire, c'est irrespectueux, c'est infantilisant. C'est sexiste, c'est contre-productif, choisissez l'adjectif que vous voulez, parce qu'ils sont tous bons, c'est tout ça à la fois. Ça pose un vrai sujet démocratique et notamment de sa place dans les médias. S'inviter comme ça sur le service public. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de la République française. C'est au contraire, ils se mettent pas derrière Valérie Ayé, ils se mettent devant. Aujourd'hui, c'est la République qui contre-attaque. Je trouve que l'autorité va à Gabriel Attal comme un tablier à une vache. Gabriel Attal chute dans le tableau de bord IFOP fiducial des personnalités politiques de Sud Radio et Paris Match. Le Premier ministre perd 5 points, 59% des sondés disent ne pas approuver son action. Alors parlons vrai, est-ce que Gabriel Attal ne paye pas l'impopularité d'Emmanuel Macron? Est-ce que finalement Emmanuel Macron étant à 68% de personnes qui ne l'approuvent pas, ce n'est pas si mauvais avec 59%? Et à cette question, est-ce la fin de l'état de grâce pour Gabriel Attal? Vous dites oui à 94%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et pour en parler, Frédéric Dabi est avec nous, directeur général de l'IFOP. Bonsoir Frédéric Dabi. Comme d'habitude, vous êtes le seul qu'on fait parler en premier la plupart du temps. Comment expliquer? Alors d'abord, parlons de finalement de ce tableau de bord IFOP fiducial pour Sud Radio et Paris Match. Mais comment on peut expliquer cette chute? Alors, déjà, moi, je vais mettre à distance cette chute. Vous savez, un baromètre, et j'ai entendu mon amie Françoise chantonner la marche funèbre. Vous savez très bien qu'un baromètre, il faut le prendre sur la durée. C'est une vague qui s'inscrit dans un continuum d'enquête. Pour vous dire, le mois dernier, Gabriel Attal avait gagné 4 points. Il en repère 5. C'est donc une sorte de rééquilibrage. Il n'a jamais eu d'état de grâce, Gabriel Attal. Il a un crédit de confiance, notamment par rapport à un Emmanuel Macron, par rapport auquel les Français ont une relation de plus en plus compliquée. Et puis bon, on est à quelques jours d'élections européennes. À la veille des européennes de 2019, Édouard Philippe, son prédécesseur, avait 31% d'approbation. Et ce qui est très intéressant dans cette enquête IFOP fiduciale pour Match et Sud Radio, c'est une sorte de décalage. Emmanuel Macron reste stable, mais il chute dans des catégories qui sont des catégories clés pour le macronisme, les cadres supérieurs, -5, les personnes âgées, -5 ou -6 points. Gabriel Attal chute beaucoup plus fortement, vous l'avez dit, il recule de 5 points, mais il recule surtout dans des catégories d'électeurs qui lui sont hostiles, des électeurs qui vont sans doute être parmi les bataillons du vote Bardella. Il perd 11 points dans les catégories populaires, 8 points chez les salariés du privé, 18 points dans l'électorat Marine Le Pen, 7 points à gauche. Donc, c'est peut-être un effet collatéral de ce fameux débat qui a été vu par énormément de Français dans notre question sur les conversations des Français. 30% en ont parlé. C'est énorme pour un débat. Et c'est peut-être, c'est un effet collatéral avec une remobilisation de son socle, parce que dans les catégories où il est fort, il reste fort. Il est à 54 chez les personnes âgées, il est à 48 chez les cadres supérieurs, mais il a perdu peut-être une sorte d'attentisme bienveillant auprès de segments plus favorables au Rassemblement national. Philippe Bilger. Alors, je rejoins Frédéric Dabi sur un seul plan, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu d'état de grâce. Une fois la stupéfaction passée de ce jeune Premier ministre, le plus jeune qu'on ait eu. Ensuite,
franchement, je ne suis pas étonné qu'aujourd'hui il baisse. Il faut bien voir que pendant quelque temps, il a bénéficié du contraste lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale avec la catastrophe qui était ministre avant lui. Il est devenu Premier ministre à la suite d'une première ministre qui n'était pas médiocre. Il était beaucoup très impopulaire. Il était beaucoup plus difficile de se distinguer. Et deuxième observation, il faut voir ce qu'il doit accomplir en même temps que Emmanuel Macron doit subir un certain nombre d'épreuves. Il est presque inévitable que dans cette quotidienneté qu'il a fait passer d'une sorte d'enchantement exagéré à une quotidienneté très difficile, il perd des points. Et dernier élément... C'est bon, là. Vous faites un... Non, mais... Après, je ne pose plus de questions. Mais là, parce que c'est pas une question. Frédéric a dit tout à l'heure que Emmanuel Macron le soutenait. J'ai cru lire aussi qu'Emmanuel Macron était déjà un peu jaloux d'un homme qu'il appelle le phénomène et qu'il regrette qu'il est en Dora et au fond il n'est pas aidé lui-même dans le couple exécutif. Donc je pourrais durer, mais c'est pas étonnant. Frédéric Dabi, à qui on va demander de pas trop durer pour donner la parole à Françoise Degois et à Tom Conan. Voilà, je vais parler très vite pour que Françoise et Tom puissent s'exprimer. Je partage assez ce que dit... bien sûr. Ce que dit Philippe. Vous savez, une popularité, ça se prend dans le temps, dans l'espace, et par rapport à un président quand on est Premier ministre. On a eu pendant 5 ans dans le baromètre Match un François Fillon très populaire, pas parce qu'il était apprécié, mais parce qu'il était moins détesté qu'un Nicolas Sarkozy. Là, quand même, la chute est réelle, on ne va pas la cacher, mais dans un contexte très difficile pour la majorité présidentielle, un socle de 41% d'approbation, 11 points supérieur à celui d'Emmanuel Macron, c'est relativement appréciable et ça peut expliquer l'implication du Premier ministre dans cette campagne qui m'a l'air, à mon avis, un peu plus efficace ou un peu moins compliquée que celle du président. Dernier mot et je me tais, on a un indicateur très intéressant dans cette enquête sur les conversations des Français. 40% ont parlé des élections européennes. En mai 2019, 15 jours avant le vote, ce n'était que 27%. Tout ça incite peut-être à un scrutin qui va être plus participatif qu'attendu. Françoise Degois. Oui, je suis très heureuse que vous disiez ça, Frédéric, parce que c'est ce qu'on ressent. On en avait parlé tous les deux. À l'intuition, on se disait, il y a quelque chose qui va se passer, et on est en train de réaliser que ça se passe. Moi, 2 points, juste pour compléter, je moque avec gentillesse, mais je suis d'accord avec Frédéric et avec Philippe pour dire d'abord qu'il n'y a pas jamais eu d'état de grâce sur Gabriel Attal, et s'il a eu lieu, ça a duré 1 semaine. On peut même pas le temps d'avoir 3 jolis papiers, 4 jolis reportages. Le deuxième point, et je sais pas, peut-être je me trompe, mais en tout cas, il y a une règle extraordinaire qui est encore démontrée, c'est-à-dire que je ferai pas l'offense à tous les commentateurs et éditorialistes, mes chers confrères, après le débat Attal-Bardella, ce que j'ai entendu sur le commentaire de ce débat, avec le chaos de Attal sur Bardella, etc. La réalité maintenant, c'est qu'il faut bien qu'on se dise que quand on fait une analyse sur un plateau, eh bien, il faut bien comprendre que les Français ne voient pas ça. Et ça, moi, je trouve que c'est hyper... Ils ne voient pas que ça. Et le troisième point, attention à Gabriel Attal, ce n'est pas mon ami politique, mais je lui dis quand même, attention à ne pas devenir la caricature de lui-même. C'est toujours le piège, en réalité, pour les gens considérés un peu comme des phénomènes, c'est de devenir des caricatures d'eux-mêmes. Moi, je pense que le pas de trop hier à la Maison de la Radio, c'est quelque chose qu'il doit corriger. Il ne peut pas en permanence devenir cette caricature du jeune Gabriel Attal qui ne fonctionne qu'avec la communication. Je trouve que le piège, il est là pour lui, et finalement, je m'en moque pas mal, parce que moi, l'essentiel, c'est que la gauche regagne en 2027. Alors, ça Frédéric Dabi et Tom Conan. Là, c'est le déprofondis qu'il faut. Frédéric Dabi. Ne parlez pas comme ça. La réponse de Frédéric Dabi. Oui, non, mais je vais pas répondre parce qu'on est plutôt tous les trois sur la même longueur d'onde. Pas d'état de grâce parce que c'est très rare dans le cadre d'un second mandat et d'une successeur. C'est vrai que Gabriel Attal a eu une vraie force. Il y a eu 2 forces, 2 opportunités. Premièrement, il a toujours été dans une logique de distinction. À l'Éducation nationale, il a fait oublier tout de suite Papendiaï. À Matignon, il a fait oublier tout de suite Elisabeth Borne.
et il a installé, qu'on le veuille ou pas, une méthode. On l'a entendu dans votre petit générique introductif avec tu salis, tu nettoies. Le constat, la solution. Ça a bien marché pour l'éducation nationale. C'est plus compliqué à Matignon. Et puis, qu'il le veuille ou pas, au soir du 9 juin, il sera comptable, bien sûr, comme Emmanuel Macron, du score sans doute, soyons très prudents, sans doute décevant de la majorité présidentielle qui aujourd'hui est mesurée à 15 dans notre rolling. Elle n'a jamais été, la liste de Valérie Hayer, aussi bas dans notre Eurorolling. Je peux préciser juste, excuse-moi Frédéric, ce qui m'intéresse dans le rolling, c'est sur la durée, puisque vous êtes un grand spécialiste de la construction. Elle a perdu 4 points en fait, Valérie Hayer, depuis le début du rolling, c'est ça? Oui, elle a même perdu 6 points par rapport à une mesure faite 2 semaines après. Allez, étonnamment, je pensais qu'il y aurait un retournement de situation, effectivement, après le débat entre Attal et Bardella. Je pensais qu'il allait tirer le fil de l'enseignement de ce débat, parce qu'il y avait quand même assez clairement une opposition entre quelqu'un qui connaissait quand même davantage ces dossiers, on peut quand même pas lui retirer ça, Attal, versus quelqu'un qui était quand même vraiment dans une forme de... d'invective, et surtout en fait une personne qui surplombait, je pense qu'il surplombait ces dossiers. C'est la position institutionnelle qui veut ça. Ouais, effectivement, en fait. mais j'ai l'impression qu'en réalité il aurait dû insister là-dessus, parce qu'il y a quand même quelques années, moi je me rappelle quand même tout de même de ce débat entre Marine Le Pen et Macron, où justement on avait quand même, tout le monde avait insisté, tout le monde s'était rendu compte, y compris ceux qui soutenaient Marine Le Pen, qu'elle n'était absolument pas en mesure d'accéder à la fonction suprême parce qu'elle ne connaissait pas ces dossiers. En gros, pour le dire simplement, effectivement, de l'eau est passée sous les ponts depuis, mais il me semble que là on est face quand même au même problème, et indépendamment des opinions des uns et des autres, c'est ce fil qui aurait dû être tiré, et je pense qu'il l'a pas été suffisamment. C'est une question de compétence, de connaissance des dossiers, c'est pas uniquement une question d'affect. Il a été tiré vraiment par tous les médias, Franchement, vous regarderez La Place le soir, on en parlait, ou vous la lisiez le lendemain, c'était le chaos de Attal sur la connaissance des dossiers. Mais résultat des courses, les Français s'en foutent. Mais les Français s'en foutent. Les Français, d'abord parce qu'il n'est pas si nul que ça, Bardella. Il connaît un peu les dossiers. Il faut arrêter de le sous-estimer. Plus on pensait qu'on va faire baisser l'extrême droite en sous-estimant Eric Ritandane, je pense que vraiment on est mal barré. Allez, petite question à Frédéric Dabi. Est-ce que finalement, entre guillemets, l'ingérence d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal sur Valérie Hayer lui ont porté préjudice, ou est-ce que finalement c'est juste la personnalité de la candidate qui finalement n'imprime pas? Moi, je dirais que l'implication du groupe exécutif est tout à fait normale, mais il y a à la fois la solution et le problème. La solution, parce que ça pourrait permettre, il y a l'intervention du président après-demain, dans la dernière ligne droite peut-être, de remobiliser un peu le socle macroniste. Dans notre rolling, on a 4 électeurs Macron sur 10 qui déclarent ne pas vouloir aller voter dimanche prochain, c'est quand même très fort, mais c'est également à côté de la solution le problème, parce que l'implication plus ou moins forte, plus ou moins réussie du couple exécutif, crée du vote contre, crée les ferments et les graines, si je puis dire, du vote sanction. Beaucoup de Français se disent, ils s'impliquent, on va vraiment faire de cette élection un référendum anti-couple exécutif. Philippe Bilger ? Mais justement, Frédéric, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dangereuse pour le président qui ne cesse de dire qu'il y a des élections européennes et qui fait tout véritablement pour qu'on en tire des conséquences nationales si Jordan Bardella est largement en tête? Et il devra bien trouver une solution politique le 9 juin au soir. Bien sûr. Moi, je pense qu'au contraire, Philippe, le président va donner, à partir du 9 au soir, des enseignements européens, un scrutin européen. Moi, quel que soit le score, même si on est sur un scrutin, on l'a dit ensemble, très différent, très spécifique, seul scrutin national du quinquennat, plus de rendez-vous national, sauf législative anticipée que personne ne peut prévoir d'ici 2027, le président enjambera les résultats de cette élection, quel que soit le score, mais l'opinion sera là. Frédéric, j'entends ce que vous dites, parce que c'est vraiment le souhait, c'est vraiment la stratégie. On voit bien que Gérard Larcher dit à tout le monde non, je veux surtout pas aller à Matignon, je veux pas d'accord de gouvernement, il est trop bien au Sénat, tu penses? Mais objectivement, c'est ce qu'on dit toujours quand on conforte un entraîneur. Frédéric Dabi, qui aime le foot, confirmera. C'est vrai, vous avez raison. Moi aussi, j'adore le foot. Non, mais Frédéric, la réalité, si vous voulez, c'est que j'entends bien que ça va être la stratégie d'enjamber, et j'entends bien que tout le rôle et le travail politique et l'opinion va être de l'empêcher cette fois-ci d'enjamber.
on a bien compris que cette année, ces européennes ont quelque chose de particulier, ou pas? On est d'accord, mais bien sûr. Merci en tout cas Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. C'est toujours un plaisir de vous entendre. Merci à vous. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci Françoise Degois, merci beaucoup Tom Conan. Vous restez avec nous puisque dans un instant on va vous parler, comme tous les mardis, d'emploi avec deux acteurs incontournables. D'un côté Fabienne Arata, directrice générale de LinkedIn France, et puis Henri de Larocque, directeur associé du cabinet de recrutement Morgan Phillips. On va vous parler compétences, réseautage, emploi, tout ce que vous voulez savoir, vous le saurez dans un instant.